L'exposition bande dessinée Passion de collectionneur s'est déroulée pendant 2 mois dans l'atelier Grognard de Rueil-Malmaison. Située dans le parc du château de la Malmaison, c'est une ancienne fabrique de plaques d'impression. Ces deux salles ont une surface de 600 mètres carrés. Il accueille 2 fois par an des expositions. Pour cette exposition, grâce à des collectionneurs privés, 135 originaux de plus de 70 dessinateurs et 170 objets et albums furent réunis. De 1920 à nos jours, il représente plus d'un siècle de bande dessinée. Le parcours présente 9 thématiques. De 1920 à nos jours, l'exposition regroupe plus de 300 originaux, albums et objets de bande dessinée. Dans l'espace des origines du 9e art sont regroupés des originaux des plus anciens dessinateurs et d'auteurs ayant un style rétro. Des dessins de Jacobs, Studio Canif, Calvo, Marie-Jacques ou Attanasio se découvrent. Représentant actuel du style rétro, un mur est consacré à Alex Séverin avec des couvertures de Tarzan et Tiffé tondu. Daté de 1935, l'album Flic et Piaf est dans un état de conservation remarquable. Pendant ces 2 mois d'exposition à Rueil-Malmaison, c'est le 9e art qui a été mis à l'honneur. Ville de Napoléon, c'est une planche le représentant qui ouvrait cette partie. C'est en 1958 que les Schtroumpfs apparaissent dans un album de Johann et Pierre Louit. Ensuite, ils ont gagné leur indépendance. Grand Prix d'Angoulême en 2016, Hermann n'a cessé de faire évoluer son dessin. Comme lui, beaucoup de dessinateurs se sont inspirés de JG. Après le 9e art, cette troisième partie de l'exposition présentait des objets, albums et plaques d'impression liés à l'univers d'Uderzo et d'Astérix. Le char et les 3 bustes sont très rares, car réalisés à environ 30 exemplaires chacun. Au fil du temps, Astérix est décliné sur de multiples supports. Pour chaque album, des PLV furent produites. Quelques albums comme ce Touche Tatis destiné aux malvoyants sont hors normes. Pour imprimer les albums et les journaux, avant le numérique, des plaques d'impression étaient nécessaires. Elles sont les témoins d'une époque passée où de nombreuses tâches étaient manuelles dans l'imprimerie. Auteur majeur du 9e art, André Juillard nous a quittés en 2024. Il avait été sacré Grand Prix d'Angoulême en 1996. Sur le premier mur étaient présentées une couverture et 2 planches de Léna. En couleur directe, elles montrent la technique et les découpages d'André Juillard. Malgré les explosions, Léna reste impassible au centre. Pour Masque Rouge, ce sont l'intégrale et 2 projets pour sa couverture qui sont présentés. Dans les albums, 4 versions des 36 vues de Paris, puis 2 éditions de Louise étaient mises en avant. À gauche, le prototype en cuir. Dans une vitrine, on découvrait le bronze de Christina, ainsi que la scène CBG Mignot pour les 7 vies de l'épervier. Pour les derniers albums, Milan Jovanovic a pris la suite d'André Juillard pour dessiner les 7 vies de l'épervier. Sur le dernier mur, 3 planches puis un ex-libris de Félix Menet rendaient hommage à André Juillard.
Depuis 1946, cela fait 80 ans que Jacobs a créé les aventures de Blake et Mortimer, les plus britanniques des héros de la bande dessinée franco-belge. Cette exposition était l'occasion de lui rendre hommage dans la plus grande partie de l'atelier Grognard. Originaux, albums et objets étaient ainsi présentés par thème, en commençant par les origines puis le secret de l'espadon. Il fallait à la fois intéresser les collectionneurs de Blake et Mortimer par des objets très rares et le grand public, notamment par ses spectaculaires maquettes. Pour Jacobs, ce sont des reproductions lithographiées de ces planches qui étaient présentées. Pour les repreneurs, principalement des originaux. La partie de l'espadon se terminait par ces deux planches finales du dernier espadon. Elles font partie des 9 planches sur près de 400 où l'on peut voir le trio Blake, Mortimer et l'espadon. Mur dédié au mystère de la Grande Pyramide, puis à la Marque Jaune, ce sont les principales histoires qu'il fallait faire ressortir. Cet ensemble d'albums grand format est exceptionnel, car chacun est tiré à très peu d'exemplaires. Un des challenges de cette exposition fut d'expliquer les étapes de la réalisation d'une bande dessinée. Du crayonné à la commercialisation, il fallait réunir des pièces quasi uniques, notamment du matériel d'impression qui est normalement détruit après utilisation. Tout commence par le dessin puis vient la colorisation. L'imprimeur réalisait ensuite ses celluloïdes en 4 versions, noir et 3 couleurs primaires, et des plaques qui lui permettaient de faire les tirages en de nombreux exemplaires. Tout cela étant artisanal, il fallait faire des tests pour contrôler la qualité d'impression à chaque étape. L'album pouvait enfin être commercialisé. Après la disparition de Jacobs, l'univers de Blake et Mortimer a continué d'exister grâce aux nombreux repreneurs. Ces 4 couvertures sont des gouaches recouvertes de celluloïd pour les noirs. Elles furent réalisées dans les années 80 par Casterman pour des clients. Cette frise d'album illustre l'ordre d'apparition des principaux personnages de la série. De Tintin et Milou en 1929 jusqu'à 1944 pour le professeur Tournesol, ils arrivèrent progressivement. C'est en 1950 que le voyage vers la Lune se déclenche grâce au professeur Tournesol et sa fusée. Très tôt, Tintin a fait l'objet d'un merchandising important. De nombreux objets furent issus de la série. En fonction de leur ancienneté et de leur tirage, ils sont plus ou moins recherchés. En 1985, Série produisit ses 5 poupées. Calendrier, Pantin ou même Savon ont retrouvé Tintin partout. Ce portfolio de la corne du rhinocéros a été réalisé par Laurent Henbel et mesure 70 cm de long. Suivent ses pages de garde sérigraphiées. Les originaux liés à Spirou commencent par ceux de Chaland et Le Gall. Suivent Lapone, Schwartz et Lebeau. Alex Séverin avait fait des illustrations avant Spirou sous le manteau. Dans cette vitrine, 3 étains de Virginie, de Bravo, Chaland et Schwartz et des pins de JG. Enfin, ce mur de 2 versions des couvertures de Spirou sous le manteau et une illustration du Fantascoptère par Alex Séverin. On y découvre toutes les étapes de réalisation d'une couverture, des noirs jusqu'aux mises en couleur des quatrièmes plats.
Dans les années 80, grâce notamment à la revue Métal Hurlant, un groupe de jeunes auteurs issus de l'école de Saint-Étienne apporte un vent de fraîcheur sur la ligne claire. Yves Chaland, Luc Cornillon et Jacques Terpan en seront les principaux dessinateurs. Depuis, ce style a continué son renouvellement et trouvé de nombreux relais. Planche originale, couverture ou plaque d'impression, il existe de nombreux supports pour le collectionner. L'album Bande dessinée est un autre témoignage de cette fertile imagination des années 80. Train ou automobile, ces planches fourmillent de détails et de mouvements. Les héritiers de la ligne claire produisirent aussi de nombreuses publicités. Albums, figurines et portfolios étaient aussi dans cette vitrine. Quand il sortit, l'album captivant d'Yves Chaland et Luc Cornillon fut une révolution. De Bob Fish à Freddy Lombard, Yves Chaland est resté dans les mémoires. La ligne claire a encore de beaux jours devant elle. Dernier espace de l'exposition, Les Autres Mondes commençait par un hommage au western avec les planches de Blueberry et du préquel de Durango. Le magnifique coffret de Durango contient notamment une réplique de son arme, le Mauser C96. La présentation des originaux se poursuit avec la science-fiction et notamment ce crayonné de storyboard de Moebius. La partie historique commence avec Cyrano, puis par cette grande planche d'Alix à orange. Squitten avec le train de l'Express, Robin des Bois dans sa forêt, Gibra et son sursis, Galuron, les Royaumes du Nord, le Scorpion de Marigny sont présentés. Tavodo lit une BD, Sorel joue avec la lumière, Effa et Casgrain sont à Giverny et Charles a un meeting aérien. Pour terminer, Black Sad impressionne les visiteurs. Enfin, Moebius se dévoile avec ce pop-up, cette version chinoise des yeux du chat, et cette planche de skateboard.